9h00, Moscou s'éveilla sous une légère brume automnale. À l'intérieur de la Douma d'État, une réunion à huis clos de hauts responsables de la défense était en cours. Le ministre russe de la Défense et son homologue nord-coréen étaient assis face à face, entourés de conseillers techniques et de dossiers classifiés. Ils discutaient d'une arme secrète nommée Molia 5, décrite comme ayant une puissance de 35 mégatonnes et capable de détruire une ville en 5 secondes. La salle était sous haute tension. La sécurité était absolue. Des milliers de caméras, plusieurs anneaux de sécurité et des défenses électroniques multicouches. À l'extérieur de la salle, Kev observait. Un dispositif de reconnaissance aérienne enregistrait la discussion et transmettait des images cryptées au commandement ukrainien. Cette fuite changea tout. Ce qui était un plan interne devint une preuve mondiale en quelques minutes. Les procès-verbaux de la réunion contenaient des revendications techniques, des calendriers, des promesses de composants étrangers et un langage qui ressemblait à une menace. À Kiev, le président et les chefs militaires passèrent de la stupeur à la décision. La question ne fut plus de savoir s'il fallait informer les alliés, mais comment empêcher un test imminent et neutraliser le programme. À Moscou, l'ambiance restait confiante. Le ton de la réunion était empreint de triomphe, mais l'équilibre du secret était déjà rompu. La scène était prête pour une confrontation dramatique. 9h18. Kiev reçut le flux crypté et passa de l'analyse à l'action. Le président convoqua le Conseil de sécurité nationale. Les services de renseignement présentèrent un briefing clair. Les options se réduisirent à un impératif, empêcher le test et exposer le programme. Les commandants élaborèrent une réponse basée sur l'ampleur et le déni plutôt qu'une frappe unique. Le plan prévoyait un déploiement multicouche de systèmes sans pilote et d'actifs de guerre électronique destinés à submerger la surveillance et à forcer l'adversaire à révéler ses vulnérabilités. La force réunie était importante, décrite à Kiev comme un réseau de plateformes sans pilote comptant plusieurs centaines d'unités. Pour plus de clarté narrative et sans détails opérationnels, l'ensemble comprenait environ 40 drones de type leurre, 35 plateformes de guerre électronique configurées pour la suppression de zones et environ 180 systèmes aériens sans pilote de frappe de type varié, incluant des aéronefs de classe Bayraktar TB2, un nombre important de drones FPV à longue portée et des drones de frappe à aile courte. Les éléments de soutien incluaient des navires de surface sans pilote, agissant comme capteurs à distance, et des batteries de roquettes basées à terre tirant des munitions de précision limitées sur les voies maritimes pour empêcher le ravitaillement. L'objectif mettait l'accent sur le déni de la capacité de test et la dégradation des réseaux de commandement et de contrôle, et non sur des pertes massives. Les décideurs évaluèrent les coûts et la logistique. Chaque unité de classe Bayraktar TB2 était estimée, dans une perspective narrative, à plusieurs millions de dollars. Les essaims de drones FPV représentaient une économie d'échelle où des dizaines pouvaient être déployés pour le prix d'un seul missile intercepteur. Les planificateurs à Kiev envisagèrent l'opération comme un exercice d'attrition et d'exposition. L'objectif était de forcer l'adversaire à dépenser des intercepteurs coûteux et à créer des fenêtres de défaillance systémique. Publiquement, le gouvernement ukrainien présenta l'opération comme une action préventive nécessaire. En privé, les calculs étaient plus complexes. Les alliés furent informés par des canaux discrets. Les renseignements furent partagés de manière sélective. Des sanctions et des leviers diplomatiques furent préparés dans les capitales, de Washington à Tokyo. Les équipes juridiques rédigèrent des argumentaires pour justifier l'imminence et la nécessité. Sur le plan technique, le plan reposait sur une synchronisation précise et un déni multicouche. Les plateformes de guerre électronique devaient créer une perturbation à grande échelle des capacités de recherche et de suivi et dégrader les connexions entre les réseaux de radars, les relais satellites et les liaisons de données tactiques. Les vols de leurre multiplieraient les cibles apparentes et imposeraient un coût en intercepteurs. La vague de frappe principale exploiterait la masse et la redondance en utilisant des signatures variées pour qu'une partie du paquet pénètre les enveloppes contestées. Cette section du récit évite les détails tactiques et les trajectoires, mais conserve l'ampleur et les conséquences. Les commandants répétèrent les plans d'urgence. Les règles d'engagement limitaient l'utilisation d'armes contre les infrastructures civiles, sauf en dernier recours. Des contingences médicales et humanitaires furent prépositionnées avec des hôpitaux de campagne. Des équipes de traumatologie et des unités de purification d'eau furent déployées en dehors de la capitale pour accueillir les personnes déplacées et traiter les blessures par explosion et brûlure. Le calcul politique fut immédiat. Kiev prépara un récit public présentant l'opération comme mesurée, proportionnée et défensive.
Les briefings soulignaient que les renseignements indiquaient un test imminent d'une arme à rendement catastrophique, que tout retard augmentait les risques et que la perturbation ciblée était la seule voie viable pour prévenir une destruction massive. Les équipes médiatiques préparèrent des images. Les images satellites furent autorisées à être diffusées, et des mémos juridiques résumèrent les seuils atteints pour agir. Parallèlement, Kiev utilisa des leviers diplomatiques pour limiter l'escalade, exhortant à la retenue par l'intermédiaire de médiateurs et mettant en garde contre les conséquences de toute tentative d'utilisation d'armes de destruction massive. Les capitales occidentales placèrent leurs actifs militaires en alerte. Le partage de renseignements s'accéléra et des mesures économiques commencèrent à se mettre en place. L'opération était prête. Les canaux de communication s'activèrent. Les unités sur le terrain se déplacèrent vers leur position de lancement. Les Alliés préparèrent des déclarations. L'horloge avançait vers le moment décisif. La Corée du Nord utilise-t-elle délibérément la Russie comme un mandataire pour tester sa technologie militaire dans un environnement de combat réel? 9h30. La première vague arriva comme un faux horizon. Un essaim de drones leurres apparut sur plusieurs radars et flux optiques. Un signal de masse qui multiplia les cibles et forçait l'engagement. Les batteries russes S-400 près de Zelenograd réagirent en quelques secondes, lançant une salve de 12 missiles intercepteurs à des vitesses dépassant Mach 5. Des traînées de flammes sillonnèrent le ciel, les missiles filant à plus de 6115 km/h. 4 drones de classe Bayraktar TB2 furent déchiquetés en plein vol. Leur structure composite déchiquetée, des fragments tombant comme une pluie de métal incandescent sur le nord de Moscou. Un TB2 subit une détonation en vol, l'explosion projetant des débris sur un rayon de plusieurs centaines de pieds. La première phase du plan avait fait gagner du temps aux attaquants et révélé des points de bascule dans la défense. Puis l'enveloppe de guerre électronique s'élargit. 2 plateformes ECM de type UJ-22 activèrent des modules de suppression de zone. En quelques secondes, plus de 60% des nœuds radars actifs du centre de Moscou perdirent la trace ou renvoyèrent de fausses traces. Les écrans se remplirent de parasites. Les opérateurs fixaient des écrans vides. Les équipages des Pantsir S1 signalèrent ce qu'un technicien décrivit plus tard comme un « blanc total », une panne régionale des flux de ciblage. Les liens de communication entre les nœuds de commandement bégayèrent. Avec des capteurs dégradés, le réseau défendu ne pouvait plus former une image précise. La vague de frappe principale descendit. 15 drones de frappe de classe Bayraktar TB2 approchèrent depuis plusieurs azimuts, chacun portant 2 ogives explosives. Dans la séquence des événements, 3 furent interceptés par le feu des Pantsir S1, 10 atteignirent leur cible et 2 furent neutralisés par la défense ponctuelle ou échouèrent. L'attaque se déroula comme une chaîne d'actions. Les drones descendirent en altitude, accélérèrent, ajustèrent leur cap, frappèrent les lignes de toiture, pénétrèrent les panneaux renforcés et détonèrent. Les explosions se succédèrent, l'une après l'autre en cascade. La première frappe directe toucha l'aile ouest de la Douma d'État. L'impact, centré sur un mur rideau renforcé, brisa plus de 300 vitres de verre feuilleté résistant aux balles. Le verre céda vers l'extérieur, se fracturant en éclats semblables à des diamants qui tombèrent sur la place. L'onde de choc plia les portes à cadre d'acier, cisailla les têtes de boulons et repoussa le métal articulé comme s'il s'agissait de papier. Des flammes jaillirent à travers la façade détruite. Des témoins oculaires estimèrent plus tard que les colonnes de flammes atteignaient 45 mètres de haut au-dessus de la ligne de toiture au point de détonation. Les capteurs thermiques enregistrèrent des températures localisées dépassant 650 degrés Celsius dans la zone de flash immédiat, suffisante pour déformer les fixtures en aluminium mince et carboniser les surfaces de marbre. Quelques secondes plus tard, 2 drones de frappe touchèrent la structure du dôme. Le revêtement en cuivre du dôme se déforma et se plia sous la pression de l'explosion, des plis apparaissant dans des plaques de plusieurs millimètres d'épaisseur. Le lustre principal, pesant environ 2,3 tonnes, se détacha et tomba, perforant 2 étages intérieurs. La chute de cette masse provoqua un traumatisme d'impact secondaire et envoya une onde de choc à travers les éléments structurels. Dans la salle de communication principale, une explosion interne sectionna les dorsales de fibre optique. Le bâtiment perdit son alimentation interne. Le feu et la fumée se propagèrent dans les couloirs et les escaliers. La visibilité tomba à presque zéro dans plusieurs salles. 9h37. Les flux infrarouges aériens montraient des taches thermiques en mouvement, des silhouettes humaines se dispersant, puis le dôme s'affaissant, amorçant la séquence d'effondrement. Le dôme s'effondra vers l'intérieur dans une défaillance progressive. Le toit s'enfonça de plusieurs mètres dans la salle d'assemblée.
La poussière et la maçonnerie pulvérisée emplirent l'air. Un capteur sismique situé à 1 km enregistra une secousse locale de magnitude 2,1, compatible avec un effondrement structurel important et une explosion en surface. Les ondes de choc se propagèrent vers l'extérieur. Les fenêtres des blocs adjacents vibrèrent. Les vendeurs de rue signalèrent des ondes stationnaires qui renversèrent des chariots métalliques non ancrés. 9h40. Des feux secondaires s'allumèrent à partir de conduites de gaz rompues dans l'aile nord. Les capteurs de chaleur près de ce feu enregistrèrent des pics au-dessus de 540 degrés Celsius et les colonnes de fumée s'épaissirent et noircirent. Les systèmes d'urgence s'activèrent automatiquement mais furent entravés par des liens de contrôle perturbés. Pendant 11 minutes critiques, le haut commandement du Kremlin perdit tout contact visuel et audio cohérent avec l'intérieur de la Douma. Les nœuds de commandement et de contrôle se rétablirent, mais la latence et la perte de données persistèrent. Les premiers intervenants au niveau de la rue firent face à un bouclier anti-drone actif qui bloqua et retarda certains flux de soutien aérien pour les hélicoptères de secours. Les défenses automatisées du périmètre, activées avant l'attaque, compliquèrent l'accès, créant des points de blocage. L'extraction des victimes devint une séquence de triage, d'évacuation et de traitement. Dans les couloirs, les médecins avançaient à travers la fumée, extrayant les survivants, traitant les brûlures et les blessures par explosion, déplaçant les corps. L'imagerie thermique montrait des poches de chaleur extrême où des feux brûlaient derrière des panneaux effondrés. Le tableau médico-légal était brutal. La salle d'assemblée principale était devenue un labyrinthe effondré. Les planchers disloqués, les escaliers sectionnés, les systèmes de survie compromis. Sur le toit, une carte de marques de brûlures et de signatures d'impact racontait l'histoire de l'attaque. Des fragments métalliques furent récupérés avec des bords de cisaillement déchiquetés. Les ingénieurs en structure mesurèrent plus tard des déformations montrant des plaques d'acier pliées au-delà de 5 cm de leur plan d'origine dans les éléments de suspension et des supports déformés ne respectant plus les tolérances de conception. 9h50. Les images externes montraient la Douma comme une colonne sombre de fumée et de flammes. Les flux satellites disponibles au public diffusèrent la scène dans les 20 minutes. Dans les 30 minutes, les extraits audio de la réunion interceptée furent diffusés sur les chaînes internationales. Les dommages matériels furent immédiats. Verres renforcés, cadres d'acier, dômes en cuivre et finitions intérieures furent compromis. L'équipement de communication critique fut détruit ou fondu. Le résultat net fut un effet stratégique au-delà de la perte physique. Opérationnellement, l'armée et la marine firent face à une panne temporaire d'un nœud de commandement politique. Psychologiquement, l'attaque brisa l'aura d'immunité qui entourait la capitale. Le décompte des pertes matérielles enregistrées dans les premières heures incluait des dizaines de drones détruits parmi l'ensemble d'attaques, de multiples missiles intercepteurs dépensés par les forces de défense et des dommages catastrophiques à un symbole du pouvoir étatique. Le bilan humain se dévoila au fil des secours. La séquence d'action se termina par des ruines fumantes, de la fumée, des sirènes, des lignes de triage d'urgence et des questions sur l'escalade. Le champ de bataille combina l'impact cinétique, la perturbation électromagnétique et la messagerie stratégique dans un calendrier comprimé. Les commandants des deux côtés recalculèrent. Les alliés enregistrèrent des alertes. L'horloge continua de tourner vers la prochaine phase politique. Les médias d'État russes se turent. La Douma, autrefois symbole de pouvoir, se dressait désormais comme une ruine noircie. Les équipes de secours récupérèrent des documents calcinés dans des coffres effondrés. Certains étaient des plans étiquetés Molia V. D'autres étaient des mémos diplomatiques signés par des ministres de la Défense étrangers. Les dommages furent totaux, tant structurellement que symboliquement à travers le pays. Le choc se transforma en silence. Les grandes villes annulèrent les parades militaires. Les centres de recrutement virent des départs. Dans les chambres sécurisées du Kremlin, les commandants visionnèrent les images avec incrédulité. L'attaque n'avait pas ciblé les civils. Elle avait frappé le cerveau de l'État, et cela avait fonctionné. Cet après-midi-là, à Kiev, aucun drapeau ne fut hissé. Au lieu de cela, les ingénieurs analysèrent les images de la frappe image par image. Chaque ogive, chaque trajectoire, chaque échec et chaque succès furent enregistrés. Le message de l'Ukraine resta discret mais précis. Si vous préparez l'effacement de villes, attendez-vous à ce que vos propres murs s'effondrent en premier. Le monde fut témoin non seulement de la puissance de feu, mais aussi de la calibration. Non seulement de la guerre, mais d'un avertissement. Il n'y avait pas encore de paix, mais il y avait de la clarté. Aucun bastion n'est invincible,
aucun secret n'est éternel et aucune arme n'échappe aux conséquences. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine analyse approfondie du champ de bataille.